Et un agronome américain. Emmanuel Leclerc, bonjour. Bonjour. 20 ans après le bombardement de Bouaké, qui a tué 9 soldats français et un agronome américain, on ne sait toujours pas pourquoi la France a laissé filer les 2 pilotes biélorusses qui opéraient au-dessus de Bouaké ce jour-là et qui avaient été interceptés au Togo quelques jours plus tard. Alors d'abord, qui à Paris a pris la décision de les laisser rentrer tranquillement chez eux en Biélorussie ? Alors moi, personnellement, je ne sais pas s'il y a eu une autorité en tant que telle qui a pris cette décision. Est-ce que ça s'est joué du côté du ministère de la Défense, du côté de Michel Alliot-Marie? Est-ce que ça s'est pris du côté du Quai d'Orsay, du côté de monsieur Michel Barnier, qui n'était autre que le ministre des Affaires étrangères en novembre 2004, puisque ça s'est passé au sein d'une ambassade dont il avait la tutelle? Ou est-ce que ça s'est passé du côté de l'Élysée? C'est un mystère. La thèse qui est privilégiée par la justice française, c'est que la décision de laisser filer les 2 pilotes a été prise par 3 ministres de l'époque, Michel Alliot-Marie à la Défense, Michel Barnier aux Affaires étrangères et Dominique de Villepin à l'Intérieur, et cela après concertation entre les 3. Oui, alors ça, c'était les soupçons de la juge d'instruction, la dernière juge d'instruction dans cette affaire. La juge Sabine Kéris a tenté, en 2016, de saisir la Cour de justice de la République, puisqu'elle estimait qu'avec tous les éléments dont elle disposait à ce moment-là, cela ne pouvait concerner que des ministres d'État. C'est-à-dire que la juge avait des éléments, elle estimait qu'effectivement, à partir du moment où des notes sont remontées depuis le Togo, pour avertir Paris qu'il y avait des suspects arrêtés au ministère de l'Intérieur togolais, et là, effectivement, officiellement, il n'y a pas eu de réponse côté ministère de la Défense et du côté du Quai d'Orsay. C'est-à-dire que la justice n'a trouvé aucun ordre écrit venant à la fois du ministère de la Défense, des Affaires étrangères et de l'Intérieur. Du coup, la juge, qu'est-ce qu'elle s'est dit? Qu'effectivement, a priori, ça ressemblait à une concertation entre ministres pour laisser filer les assassins des soldats. Mais vous, Emmanuel Leclerc, vous semblez privilégier la thèse d'une décision prise à l'Élysée par l'entourage de Jacques Chirac, qui était le président de la République de l'époque. Alors, effectivement, quand on regarde toute cette histoire, Michel Alliot-Marie, en réalité, si elle avait su qu'on avait laissé s'enfuir les assassins, pensez-vous qu'elle aurait accepté que le tribunal aux armées, dont elle avait la tutelle à l'époque, pensez-vous qu'elle aurait ouvert une information judiciaire, une enquête, où elle a désigné quelque part une juge d'instruction indépendante, Brigitte Reynaud, qui effectivement, elle-même, quand elle a su qu'on avait laissé s'enfuir des assassins, a enquêté sur cet aspect-là. Donc, la seule hypothèse qui reste valable, c'est que Michel Alliot-Marie ne savait pas. Le chef de la cellule Afrique de l'Élysée, c'était le diplomate Michel de Bonnecorse. Devant la justice, il a déclaré qu'il n'avait jamais été mis au courant à l'époque de l'interpellation de ces 2 pilotes biélorusses au Togo. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, Michel de Bonnecorse est venu effectivement au procès il y a 3 ans et a maintenu le fait que lui-même n'était pas au courant, n'avait jamais été mis au courant pour ces suspects arrêtés au Togo. C'est crédible ? La juge Sabine Kéris n'a pas du tout pris en compte la possibilité que l'ordre de laisser partir ces suspects soit venu directement de l'Élysée. Si la justice avait bien voulu prendre les 2 hypothèses en compte, on n'en serait pas là aujourd'hui. Du côté du Quai d'Orsay, Nathalie Delapalme, qui était à l'époque la conseillère Afrique du ministre Michel Barnier, a affirmé devant un juge que c'était Michel de Bonnecorse qui, je cite, avait la main. C'est ce que je vous dis. Il aurait fallu à ce moment-là qu'effectivement la juge d'instruction confronte éventuellement même ces 2 personnages. On avait la spécialiste Afrique du Quai d'Orsay et on avait le spécialiste Afrique de l'Élysée. Et les 2 se renvoient la balle sur ce sujet. C'est quand même extrêmement dérangeant. Donc Bonnecorse dit que c'est Delapalme et Delapalme dit que c'est Bonnecorse. À votre avis, lequel des 2 est le plus proche de la vérité? Je peux pas vous répondre. À partir du moment où il n'y a pas eu de perquisition pour saisir les agendas, savoir qui a parlé à qui, ce que je raconte dans mon livre, c'est que les ambassadeurs dans des pays comme la Côte d'Ivoire ou le Togo, les ambassadeurs, en général, passaient directement par qui? Appelaient qui au téléphone? Moi, j'ai le témoignage de monsieur Le Lidec en Côte d'Ivoire qui dit qu'il en référait à qui? À monsieur de Bonnecorse. Voilà. Ce que j'ai vu sur procès verbal, c'est que monsieur de Bonnecorse, quand il est auditionné, qu'est-ce qu'il va dire à la juge, Sabine Kéris? Il dit qu'il ne se souvient même plus du nom de l'ambassadeur de France au Togo, monsieur Olville, alors qu'en 2005, il va gérer la mort de monsieur Eyadema. Il va au Togo. Voilà, c'est ce genre d'indices qui me font penser que monsieur Bonnecorse a la mémoire bien fragile. Alors il y a la cellule Afrique de l'Élysée, dirigée par Michel de Bonnecorse à l'époque, mais il y a aussi l'état-major particulier de
l'Élysée, qui était commandé par le général Georges Lain. Quel rôle a-t-il pu jouer dans la décision ? Alors là encore, Georges Lain, il est venu au palais de justice il y a 3 ans. Il a juste dit qu'il n'avait rien su, rien entendu. Au courant de rien, il est venu affirmer qu'il n'avait rien su, rien entendu. Aujourd'hui, il est décédé. Dans votre livre, vous nous rappelez que le monsieur Afrique de l'état-major de l'Élysée, c'était le général Clément Bollet. Et vous écrivez que cet officier français vous fait une déclaration surprenante sur le vrai pilote qui aurait tiré sur le camp militaire français de Bouaké. Alors, Bruno Clément Bollet, effectivement, est assez surprenant. Évidemment que je lui ai demandé s'il était au courant de ce qui s'était passé au Togo, de la fuite. Il n'a pas su me dire oui, il n'a pas su me dire non, contrairement à Jean-Louis Georges Lain, qui lui ne savait rien. Bruno Clément Bollet, lui, il était beaucoup plus hésitant sur cette question-là. Il n'a pas fait celui qui ne savait rien. Voilà. Ensuite, il a essayé de m'expliquer qu'en réalité, ce n'était pas le Biélorusse qui avait appuyé sur la gâchette, qui avait lâché son panier de roquettes sur la base française. Donc là, je me suis fadé à peu près tous les manuels d'usage des Sukhoi 25 biplace. Donc c'est important comme nuance parce que vous avez un pilote et un copilote. Toutes les pages de ce dossier qui avait été déclassifié et je n'ai pas trouvé la moindre trace du fait que c'est le copilote dans ce cas-là qui a décidé, donc copilote ivoirien, qui aurait décidé de larguer la bombe. Donc là, j'aurais bien voulu que cet entretien, ça soit pas un journaliste qui le fasse, mais que ça soit une juge d'instruction. Donc la thèse de Clément Bollet, c'est que c'est le copilote ivoirien qui a appuyé sur la gâchette ? Oui. À l'insu du pilote biélorusse ? Sans doute. Mais il n'en dit pas plus. Et il n'en dit pas plus et il s'en va. Le grand fil conducteur dans cette affaire, dites-vous, Emmanuel Leclerc, c'est que personne n'est responsable à Paris. Mais qu'est-ce qui fait que Jacques Chirac et son entourage et ses ministres se disent « Allez, on les laisse rentrer chez eux, tant pis pour la justice ». Pourquoi ? La bataille d'Abidjan, très important. Vous êtes en guerre sur un pays, mais c'est une guerre qui n'a jamais été déclarée en tant que telle. Vous avez tué des civils. Au bout de quelques jours, on se rend compte du bilan. Et malgré tout, vous devez continuer à avoir des relations avec la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo n'a pas été débarqué, n'est-ce pas ? N'a pas été arrêté pour sa responsabilité dans le bombardement, même s'il n'en est pas le commanditaire, possiblement, moi non plus, ça on ne sait pas. Donc vous privilégiez la thèse que Paris voulait se réconcilier avec Laurent Gbagbo, c'est ça ? Bien sûr, alors là pour le coup, Jean-Louis Georges Lain au procès l'a très clairement dit en parlant même de réel politique. L'un des grands intérêts de votre livre, Emmanuel Leclerc, c'est de montrer comment la raison d'État prime sur la justice. En 2016, donc, une juge d'instruction française, Sabine Kéris, demande à la Cour de justice de la République de juger les 3 ministres en responsabilité à l'époque. Mais la commission des requêtes de cette Cour de justice rejette la saisine. Pour quel motif ? Alors, la commission des requêtes, ces personnalités-là, ces magistrats, alors il y a des magistrats de plusieurs institutions qui se réunissent et qui disent « Bah non, la juge Kéris, elle nous a pas apporté les preuves », comme s'il fallait des preuves, comme si on se contentait pas d'avoir des suspects. Et vous dites que, contre l'avis de la juge Kéris, la commission des requêtes a considéré que laisser s'échapper des suspects n'était pas une entrave à la justice, mais une simple inaction, c'est ça ? Oui, les bras m'en sont tombés. Les magistrats, dans leur avis, ont estimé effectivement, ils ont fait comme si vraiment les ministres s'étaient concertés, si vraiment ils avaient été au courant, dans tous les cas, ça aurait été qu'une simple inaction. Pensez-vous que ces magistrats de la commission des requêtes étaient sous pression du pouvoir ? Sous pression du pouvoir, ou en tout cas sous l'influence de monsieur François Molins, qui était à l'époque le procureur général de la Cour de cassation, qui avait saisi cette commission des requêtes et qui, avant même qu'elle se soit réunie, avait dit qu'il n'y avait pas les preuves de l'infraction, ce qui est quand même très gênant, surtout quand ce même François Molins n'était autre que le directeur de cabinet de l'une des mises en cause dans cette histoire, en l'occurrence madame Michèle Alliot-Marie. Il a été son directeur de cabinet en 2010-2011. Il me semble que c'est un vrai souci. 20 ans après le drame de Bouaké, votre livre montre que tous les témoins de l'époque se défilent, mais il y a tout de même le chef d'état-major général des armées de l'époque, le général Bentéja, qui vous dit aujourd'hui, avec les yeux de maintenant, je regrette de ne pas avoir bougé. Oui, on a fait cette interview il y a maintenant près de 2 ans. J'essaie toujours de l'interpréter. Moi, ce que j'ai vu en reprenant ce dossier à zéro, en me plongeant dans des milliers de pages, c'est que les militaires ont beaucoup menti. Et je l'explique, ils auraient pu arrêter les pilotes. En réalité, ils auraient pu les arrêter à Yamoussoukro. Dans les jours qui ont suivi, ils sont restés 3 jours a priori à Yamoussoukro. Ils étaient à l'hôtel Président, pour ceux qui connaissent. Et ils ont fini par être exfiltrés. Et pendant 3 jours, évidemment, que les militaires français savaient qu'ils étaient là. Monsieur Bentéja, a priori, il le savait ça.
il n'a pas bougé. Dans votre livre, on découvre que dès le jour de l'arrestation des 2 pilotes au Togo, le chef du dispositif français Licorne en Côte d'Ivoire, le général Poncet, est mis au courant. Alors 20 ans après la mort de ses 9 compagnons d'armes, est-ce qu'il ne pourrait pas avoir envie de parler, lui? Alors il parle beaucoup, le général Poncet, il a beaucoup évolué surtout. Ça sera peut-être à une commission d'enquête parlementaire un jour de savoir qui aurait dû faire quoi, qui a menti. Il me semble déjà que ce qu'il faudrait, c'est que toutes les personnes qui ont menti pendant des années devant des juges d'instruction, y compris à commencer par Madame Alliot-Marie alors qu'elle était ministre de la Justice, assument. Dernière question, Emmanuel Leclerc. Les 3 grands corps de métier qui se défaussent dans votre livre, ce sont les hauts fonctionnaires, les magistrats et les officiers. Est-ce que 20 ans après, il y a dans l'un de ces 3 corps 1 ou 2 personnes qui pourraient enfin parler? Le général Poncet dit beaucoup de choses, effectivement. Je pense que ça mériterait que, effectivement, une commission d'enquête parlementaire le réentende. Notamment sur l'affaire de Yamoussoukro, sur pourquoi on a laissé les pilotes pendant 3 jours à Yamoussoukro, alors que tout le monde savait qu'ils étaient à l'hôtel président. Et à qui il en référait? Il en référait au général Benteja. Donc vous pensez que les militaires, les officiers, en mémoire de leurs 9 compagnons d'armes, pourraient enfin parler? Il me semble que ça serait le minimum. Parce que ça fait des années que chez les militaires, cette histoire-là, elle fait très mal. Parce que vous avez besoin de confiance entre la troupe et la hiérarchie. Parce que c'est des sous-officiers là qui ont été tués, qui ont été blessés parfois à vie. Certains ont encore des morceaux de ferraille dans le corps. Ils sonnent au portique des aéroports. Donc il me semble, quand vous allez engager votre vie dans des conflits, il est quand même important qu'on vous mente pas trop. Surtout quand on a laissé s'enfuir les assassins. Je crois qu'à un moment donné, il va falloir que, effectivement, certaines personnes assument ce qu'elles ont décidé. Ou justement, c'est ça qui est terrible dans cette histoire, c'est qu'il n'y a pas eu d'ordre. C'est juste que vous ne répondez pas, et puis voilà, on vous dit il y a des suspects, et puis vous répondez pas. Dans le langage militaire, on sait que c'est un ordre, ça. En langage judiciaire, visiblement non. C'est bien dommage. Emmanuel Leclerc, merci. Amazing deal.